Dernière question à tous les trois avant de passer aux questions du public. La question de fond, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire décoller ces contrats à impact? Et donc, je vais vous demander à Franck, à Sarah et à Maha, à vos yeux, quels sont les succès, les clés du succès de vos contrats à impact? Donc, voilà, quelles sont les clés du succès? Et ensuite, qu'est-ce qui empêche, selon vous, de faire décoller davantage de contrats à impact en France aujourd'hui, en France ou en Belgique? Et inversement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les faire décoller? Qu'est-ce qui manque en fait peut-être, hein? Donc, quelles sont les clés du succès et comment on va plus loin? Franck? En fait, pour moi, les clés du succès seraient moins il y a d'interlocuteurs et mieux ça se passe. C'est-à-dire, un opérateur, un financeur et un tiers payeur, c'est-à-dire une puissance publique et pas plusieurs. Et bien sûr, en fait, alors moi, je dis plutôt structurateur, mais il y a le terme financier structureur. On a eu un tellement long On peut débat pour débattre. savoir comment le dire sur cette table ronde et ouais, Voilà, on n'est encore pas d'accord. selon si on est financier en fait ou du bâtiment, on n'emploie pas le même mot, mais donc du coup un structureur. Et je pense que on gagne du temps si d'abord philosophiquement on est d'accord sur l'intention du modèle d'action et pas tant sur les chiffres à aller chercher. Donc se mettre d'accord sur l'intention plus que sur les chiffres. Après, bien entendu, du coup, quand il y a un partenaire en fait financier, c'est pour lui de bien calibrer finalement le risque et que ce risque il soit partagé pour les trois et le plus équilibré possible. Donc faire du saut en parachute sans parachute, forcément que c'est très risqué. Donc c'est déterminer cette question du risque et de la dimension en fait quantitative qu'on veut avoir de l'opération. Donc et en fait et surtout se débarrasser en fait de trop de mots compliqués que chacun voudrait aller chercher dans son propre jargon, qu'on soit une administration, qu'on soit un banquier ou qu'on soit en fait un opérateur. Donc chercher à se mettre d'accord sur un minimum de mots communs plutôt que de vouloir trop complexifier, trop rigidifier parce on veut ceinture, bretelles et parachute pour ne pas prendre en fait le moindre risque. Donc un risque ajusté en fonction de l'opération qu'on va avoir sur un terrain. Merci beaucoup. Sarah Unger, chez Bicode, même question. Quelles sont pour vous les clés du succès de votre contrat à impact et comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour débloquer peut-être certains verrous qui empêchent d'en signer d'autres? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Franck. Une des clés du succès, c'est la personne qui structure, ou l'organisme qui structure. Une autre clé du succès, c'est en effet c'est la confiance que vont se faire les différentes parties autour de la table sur le fait qu'on est tous là pour faire de notre mieux. Et donc oui, la confiance sur les intentions et sur le fait qu'on va tout faire pour réaliser les objectifs qui sont formalisés dans la convention. Après, pour faire en sorte qu'il y en ait plus, ben, on arrive un peu au frein et à qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas énormément et au manque de connaissances, peut-être un peu de compréhension du mécanisme de la part tant de la puissance publique que de bon nombre de directeurs d'associations qui sont pas là qui font pas ça pour mettre en place des mécanismes financiers complexes, mais plus pour réaliser les actions qui souhaitent réaliser. Et c'est à nouveau là que je rebondis sur le rôle du structurateur qui est là aussi pour un peu vulgariser le mécanisme et le rendre abordable pour tous, lui prenant la partie technique et la partie formalisation en termes financiers et juridiques de l'instrument. Donc voilà, donc c'est un manque, s'il y avait plus de connaissances et donc mettre en lumière les success stories, etc., peut-être que ça permettrait d'en faire plus et de déployer ce mécanisme à plus grande échelle. Merci Sarah. Ma Karaman, même question avec votre regard de financeur et de structureur chez BNP Paribas. Mmh. Alors bon, pour moi, la confiance, elle est clé, mais Sarah l'a déjà dit. Donc moi, pour moi, c'est l'alignement des intérêts. En fait, ce qui est très important, c'est voilà, c'est de se dire, bah, on est tous alignés et comment on fait pour trouver le consensus, le dénominateur commun qui va nous permettre finalement voilà, d'être alignés à la fin des fins sur ce qu'on veut obtenir.
Et en général, c'est quand on perd un petit peu parfois, parce que les négociations sont longues, douloureuses, etc., c'est de se dire, bah, le bénéficiaire, en fait, c'est lui qui est au cœur du programme, c'est lui qu'on veut mettre en avant. Donc voilà, on se reconcentre là-dessus. Et c'est effectivement, comme on est quand même sur 3 cultures différentes à mettre ensemble, à minima. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue intelligible, donc d'avoir effectivement quelqu'un où, en tout cas, de se rendre compte qu'on ne parle pas tous la même langue et qu'il faut arriver à se comprendre entre nous. Donc ça, c'est un autre facteur clé de succès. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour scaler? Je suis d'accord, il faudrait de la pédagogie. Il faudrait du coup plus d'argent au niveau de la puissance publique. Il faudrait un cadre plus standard, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le contrat impact, c'est on bidouille en fait avec des instruments qu'on a. Donc on peut le faire avec un SPV, on peut le faire avec une obligation. Enfin, nous, ce qu'on fait en France, c'est avec une obligation essentiellement. On peut le faire éventuellement avec un prêt si c'est que des banques. Mais voilà, en fait, il n'y a pas un outil dédié au contrat impact. Donc là, on essaye de bricoler un outil qui existe déjà, en essayant de le faire rentrer dans la bonne case. Or, voilà, par définition, ce n'est pas un outil qui rentre dans des cases. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça. Et moi, je dirais aussi, ce qui est important, c'est tout ce qui est la donnée en fait statistique, comme je disais, de la mesure, parce que je pense qu'il y a plein de données, il y en a plein. En fait, quand on cherche, on voit qu'il y en a plein. C'est juste qu'elle n'est pas du tout accessible. Et donc, c'est assez difficile en fait de sortir le modèle évaluatif, ce qui est quand même au cœur, sans avoir un peu d'accès privilégié, enfin d'accès plus facilité à la donnée. Voilà, si je dois donner il y en a plein d'autres, mais voilà. Merci. Une toute petite question en plus. Il y a effectivement 3 cultures à faire cohabiter. Il faut faire se parler les gens. La puissance publique, elle n'est pas là sur cette table ronde, mais comment est-ce que vous la ressentez, vous? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est alerte? Ou est-ce que c'est aussi compliqué que chez chacun des 3 parties prenantes, chacune des 3 parties prenantes? Moi, j'ai envie de dire, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des contraintes, mais moi, j'ai trouvé, enfin, en tout cas, dans la partie de la puissance publique qui s'est lancée là-dedans, j'ai été très agréablement surprise par la volonté d'avancer, la volonté d'innover, la volonté de chercher des solutions dans un carcan quand même qui est vraiment pesant. Donc voilà, après, et puis par ailleurs, voilà, il y a des administrations qui sont plus frileuses, qui n'ont pas envie de se lancer dans ce type de dispositif. Bon, voilà, il faut respecter et puis il ne faut pas... ou peut-être faire plus de pédagogie, mais dans les administrations publiques qui ont lancé, que je parle de Bercy, de l'ADEME, du ministère de l'Emploi, du ministère de l'Agriculture, qui a fait un travail énorme sur ces statistiques justement pour arriver à avoir des indicateurs. Il y a eu une révolution, ils le disent eux-mêmes, qu'avant même que le contrat soit signé, il y a eu une révolution dans leur système statistique pour réussir justement à avoir des indicateurs que eux voulaient fiables. Donc voilà, quand il y a cette volonté que c'est porté, je trouve que ça va super vite et que, enfin, pas forcément super vite, mais en tout cas qu'il y a une vraie volonté d'avancer. En tout cas. Merci Mara. On va se tourner vers Manon Bozek, donc de Mediatico, pour aller voir les premières questions du public qui sont arrivées. N'hésitez pas à continuer à en poser dans le chat. Manon. Alors, merci Frédéric, merci pour l'échange, c'était très riche. On a eu pas mal de questions, notamment, je vais reprendre la première, sur ce qui avait pu être mis en place par Christophe Itier il y a environ 3 ans pour simplifier en fait les processus de mise en place des contrats à impact social. Est-ce qu'il y avait des recommandations qui avaient été faites et si oui, lesquelles, avec quels résultats? Donc, si l'un de vous 3 peut y répondre, ça serait nickel. Au-delà de ça, on a eu une question de Diane Bell sur l'existence d'un guide pédagogique pour sensibiliser les différents acteurs en fait, à la démarche de contrat impact social. Ça rejoint un petit peu la première question sur ce qui a pu être fait auparavant et ce qui aujourd'hui, maintenant, est proposé du coup pour les différents acteurs. Qu'est-ce qu'on a en notre possession, potentiellement que ce soit du coup en France et en Belgique. Ça serait chouette d'avoir vos 2 retours. Et enfin, on a eu une question de Céline Gross sur... alors, je reprends cette question. Les conditions de remboursement
prime aux investisseurs si le projet est un succès. Comment ça marche en France? Est-ce que ça existe ou non? Et parce qu'en fait, elle nous parlait de la contradiction entre le fait d'être un structureur ou structurateur et également un financeur en France. C'est le sujet du conflit d'intérêts, effectivement. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci Manon. Alors, qui répond en premier? Peut-être Maha pour avoir une vision de cadrage global. Ouais, alors je vais essayer de reprendre des questions sous les yeux pour être sûr. Donc, un guide, oui, il y en a un, enfin, il y en a même plusieurs. Il y a le guide méthodologique qu'on a co-rédigé, ça va être ma minute de pub, mais avec l'ILAB, avec l'ex-ILAB qui est devenu FAIR, qui, du coup, voilà, super, quelqu'un l'a mis. Merci, Sixtine. Super. Voilà, donc il y a eu le rapport L'Avenir, qui a été effectivement l'aboutissement des travaux avec l'aboutissement de la mission que Christophe Itier a lancée avec Frédéric L'Avenir. Donc ça aussi, ça fait aussi office de guide méthodologique en vrai. Voilà, donc c'est un peu les deux. Et les conclusions, c'est un peu celle dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut un cadre contractuel, voilà, donc on a standardisé des contrats, donc il y a eu une première chose qui a déjà été faite, standardiser un petit peu plus les contrats, de façon à avoir un cadre contractuel. Il y avait aussi le fait d'arriver à mieux calculer la méthodologie risque, le couple risque-rentabilité. Donc ça, on est aussi en train de le poursuivre dans la mission dont parlait Stéphanie tout à l'heure, la mission CASNAV. Il y a aussi comment on fait de la pédagogie comment on amène plus en fait aussi de collectivité, peut-être voilà, d'aller un peu plus au niveau du local, pour sensibiliser peut-être voilà, les autorités publiques plus locales à s'engager dans cette démarche, parce que là, on est quand même en France, à part 2 contrats impact avec Fondation d'Auteuil, on est quand même de façon assez nationale. On reste donc au ministère ou agence publique. Donc, comment aller plus dans le local, voilà, les grandes… Mais bon, voilà, je vous invite à le lire. Moi, il est sorti en 2019, donc je n'ai pas toutes les recos en tête, mais voilà. Et par rapport peut-être au rôle, tant que j'y suis, le rôle structureur investisseur, moi je ne savais pas qu'au Royaume-Uni c'était interdit, mais peut-être que ce n'est pas le même rôle exactement, le structureur, parce que en fait, je crois qu'au Royaume-Uni il n'y a pas ce rôle de structureur comme on le fait nous. En fait, c'est un rôle où l'intermédiaire est le performance manager. Donc, effectivement, il est complètement intégré c'est quasiment le porteur de projet. Il représente quasiment le porteur de projet. En tout cas, nous, ce qu'on s'est dit, au contraire, c'est que ça a apporté de la valeur ajoutée. Parce que finalement, le structureur, il a ses fees. Donc, si c'est signé, il a ses fees. C'est l'investisseur qui prend le risque. Donc, nous, on trouvait ça logique de dire, nous, on est prêt à prendre du risque. Quand on a structuré un projet, on y croit, on a envie d'y aller et on veut attirer des investisseurs avec nous. Donc, on montre qu'on est prêt à prendre du risque, puisque c'est l'investisseur qui prend le risque. Donc, moi, après, voilà, c'est ce que je dis au projet. Si vous trouvez qu'il y a un conflit d'intérêts, moi, je structure et puis je ne prends pas de risque. Enfin, je n'ai pas de problème. Je veux dire, il n'y a personne qui m'oblige en interne à aller dire, si, va prendre du risque en tant qu'investisseur. Donc, voilà. Donc, je laisse le choix. Il n'y a pas de… Donc, s'il y en a qui ont des soucis avec ça, voilà. Mais nous, c'est comme ça qu'on le présente, en fait. C'est-à-dire de dire, au moins, voilà, on attire d'autres investisseurs à nos côtés et on ne voit pas de conflit d'intérêts parce qu'en plus, nous, on a une équipe de structuration et il y a une équipe qui investit. On a créé un fonds chez BNP Paribas Asset Management qui a une équipe de gestion indépendante qui investit dans les contrats. Donc, évidemment, on travaille ensemble. Hein. C'est vrai que c'est tellement niche et tellement petit qu'il ne faut pas on ne va pas non plus inventer qu'on ne se parle pas. Ce n'est pas vrai. On se parle et on travaille ensemble. Mais voilà, il y a quand même aussi cette dimension. Je propose qu'on pose la question à Franck et Sarah. Est-ce que vous avez à un moment réfléchi, est-ce que vous avez senti cette possibilité de conflit d'intérêts? C'est une question qui vous a effleuré, Sarah, pour commencer. Absolument pas. C'est vraiment pas. Enfin, c'est pas une question qu'on s'est posée. Nous, comme on est passé d'un premier Social Impact Bond sans structureur à un deuxième avec, on a surtout vu la valeur ajoutée, je veux dire, de ce qui nous apportait.
Après, c'est vrai que c'était également lui qui rassemblait les investisseurs autour de la table et qui trouvait les principaux investisseurs qui ont participé au projet. Mais c'est pas du tout une question qu'on s'est posée ni qu'on se pose, parce que c'est encore, ils sont encore autour de la table lors de nos réunions d'évaluation tous les 6 mois. Donc, ils sont vraiment partie prenante au projet, mais non, c'est pas quelque chose qu'on a ressenti. Alors après, sur la partie guide pédagogique, à nouveau, je vous avoue que je n'en ai pas connaissance en Belgique. Je viens de rapidement faire une recherche Google et j'ai vu qu'il existait pas mal de choses, mais c'est pas, je pense pas que ce soit des guides pédagogiques ou facilement accessibles et en tout cas extrêmement diffusés auprès tant du public des associations que du public des payeurs finaux, à savoir des organismes publics. Franck, une réaction? Ouais, en fait, je pense vraiment que c'est une question de pédagogie. Quand on a monté nos contrats impact social, on avait en fait en gros 300 000 euros de budget et on parlait de 2 millions d'euros sur un programme d'action. Et on se dit finalement, j'y arriverai pas, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup d'appréhension sur un monde et des codes en fait qu'on ne connaît pas. Et donc j'ai envie de dire, soyons pas plus bêtes qu'on ne l'est et démystifions le rôle du structureur, démystifions en fait la place de l'institution publique dans le sujet, qui peuvent être en fait des véritables partenaires et collaborateurs. Donc l'administration, c'est aussi fait de gens, il y a vraiment des gens exceptionnels qui sont prêts à innover et sortir de leur carcan administratif. Idem du côté, en fait, bien sûr, des investisseurs. Donc, je pense que c'est pas compliqué si on décide ouvertement que c'est pas compliqué et qu'on n'est pas plus bête que les autres. Donc, voilà. C'est presque de la méthode Coué. En tous les cas, l'important, c'est que ça fonctionne et qu'on Ouais, bien avance sûr. ensemble. Oui, oui, tout à fait. Et si la confiance, elle est là, et du coup, il y a trop de gens qui disent mais non, c'est compliqué, voilà, c'est un document administratif, juridique, comme si en fait il fallait avoir fait une école de notaire ou d'avocat pour pouvoir en fait se parler en fait. Eh ben non, pas Ouais. du tout. Donc, je crois pas. Merci Franck. Manon, une deuxième petite série de questions. Je crois qu'il y en a eu quelques autres. Alors oui, il y en a eu pas mal. Après, je pensais que le temps était écoulé. Alors, on peut revenir sur quoi comme question? Peut-être il y en a une qui vous a interpellé. Hein. Chaque intervenant, n'hésitez pas. Enfin, moi, j'en ai vu deux. J'ai deux familles de questions qui s'adressent plutôt à Maha, je crois. La première, c'est sur le concept des contrats impact social. Le concept lui-même, d'une part, est-ce qu'ils sont destinés à financer plutôt l'innovation ou est-ce qu'ils peuvent financer également l'essaimage? Et puis, par ailleurs, est-ce que l'initiative ne vient pas davantage des appels à projets de la puissance publique? Voilà. Est-ce que ça vient des entrepreneurs ou est-ce que la puissance publique est moteur? Alors, c'est un peu lié, c'est-à-dire que en fait, est-ce que ça finance de l'essaimage ou de l'innovation? C'est très lié à ce que veut en faire la puissance publique. C'est-à-dire que ça peut financer les deux. Après, c'est de voir dans le pays en question, est-ce qu'il y a déjà des dispositifs, par exemple en France, on considère que pour financer le changement, pour l'instant, hein, après c'est en train de changer, ça n'arrête pas d'évoluer, mais on considère que voilà, au niveau changement d'échelle, il y a quand même des outils. Par contre, pour l'innovation et le fait d'avoir un tout petit pilote, d'essayer d'en faire une preuve de concept, là-dessus, il y a un vrai manque. Et donc, du coup, en France, par exemple, c'est beaucoup plus basé sur l'innovation. Mais potentiellement, ça peut changer. Dans d'autres pays, ça finance le changement, ça peut financer complètement le changement d'échelle. Et ensuite, en termes de modalités, il y a toutes les modalités possibles. Il y a des pays sur lesquels la puissance publique envoie un appel d'offres, carrément, hein, vraiment un marché public. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'a fait l'AFD pour son contrat impact de développement. Donc, c'est vraiment un appel d'offres public voilà, où il faut répondre. C'est un vrai bid avec une réponse formelle. En France, sur les contrats impact, ça a été plutôt fait sous format d'appel à manifestation d'intérêt ou d'appel à projet. C'est-à-dire on fait remonter en fait des initiatives autour d'une thématique ou autour de rien du tout. En 2016, il n'y avait pas de thématique, c'était vraiment pour tester l'appétence pour le produit. Ou ça peut être monté par un porteur de projet qui ensuite va voir la puissance publique. Je ne vous cache pas que cette troisième solution, elle est un peu plus compliquée parce que
quand on a un appel à manifestation d'intérêt avec une puissance publique qui a sanctuarisé une enveloppe en disant moi je vais mettre tant de millions pour financer des contrats impact, on sait que les X millions, ils sont là, quoi. Alors que quand on est un projet qui doit venir monter son progrès et ensuite aller taper à toutes les portes, on ne sait pas si le ministère va être ouvert ou voilà, s'il y a une volonté d'aller dans un contrat impact, combien on va avoir. Donc, c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a pas cet appel à manifestation d'intérêt, à minima. Et encore 2 questions qui s'adressent là cette fois à l'établissement financier BNP Paribas. Est-ce qu'il vous est arrivé de ne pas avoir été remboursé, donc il y aurait eu un contrat impact social qui aurait été un échec, même si on a compris que ça marche dans le temps. Voilà, je ne sais pas s'il y en a un seul qui soit déjà arrivé à échéance. Et l'autre question, est-ce qu'il y a des produits financiers que vous développez ou que vous envisageriez de développer qui seraient liés à des contrats à impact social? Alors, pour répondre à la première question, on n'a pas assez d'historique. Donc, il y a des contrats impact qui ont plus de difficultés, mais de là à dire qu'ils sont un total succès ou un total échec. Enfin, il y en a eu un qui a été un total succès parce qu'il est fini, c'est WeMove. Il y en a eu 2 qui ont été arrêtés aux États-Unis prématurément, mais l'État a décidé, parce que c'était Covid, et du coup, l'État a juste décidé de rembourser les investisseurs. Donc, ça a été une décision de l'État. Mais voilà, il n'y a pas assez d'historique. Donc je passe sur cette question. On attendra de voir. Et comment on gérerait si on gère, c'est le risque qu'on a accepté de prendre. Donc, si l'association a mis en œuvre les moyens, mais que le résultat n'est pas là, on va faire un abandon de créance parce que c'est ce sur quoi on s'est engagé auprès du consortium. Et si l'association ne met pas en place ce qu'elle devrait mettre en place? Là, on a un problème. Là, en fait, on a des mesures de remédiation. Tout est contractuel. On a un comité de pilotage très fort. Il y a une gouvernance très forte dans les contrats impact où toutes les parties prenantes se réunissent au moins 2 fois par an pour justement discuter des problématiques. Après, voilà, s'il y a une mauvaise foi patente, mais je n'arrive pas à imaginer comment une association peut mettre 12 mois à monter un contrat et ensuite décider de rien faire. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri. Donc là, évidemment, on a des recours. Là, c'est le seul cas où on a un recours. On peut aller demander le remboursement en tant qu'investisseur à l'association. Sur le produit financier qui serait indexé? Sur le produit financier, du coup, ce que je comprends, c'est que c'est un produit financier grand public. Là, pour l'instant, on a un produit financier institutionnel. Oui, ce serait génial d'avoir un produit financier grand public. Après, on se heurte clairement à la réglementation sur ces sujets-là parce que comme c'est un produit où on peut perdre le capital quand même. Donc, je veux dire, c'est pas du tout adapté à des investisseurs épargnants particuliers. Enfin, je veux dire, c'est leur faire porter beaucoup trop de risques. Donc, il faudrait qu'on arrive, et c'est ça aussi qu'on est en train d'essayer de faire dans le cadre de la mission CASNAV, à voir comment on peut créer des produits peut-être où il y a une garantie d'une partie, alors que de fait, le mécanisme, il n'y a pas de garantie en capital. Mais donc voilà, c'est en work in progress. Merci beaucoup, Maha Karaman. On arrive à la fin de cette table ronde. Je vais remercier aussi Sarah Unger de l'ICODE et Franck Billot du réseau Ecohabitat. Et je vais repasser la parole à Stéphanie de Beaumont pour clore cette table ronde. Écoutez, merci. Ça a été au-delà de nos espoirs. On n'a pas parlé trop des problèmes, mais plein de solutions et surtout de voir comment on pouvait faire en sorte que ça marche. Je crois qu'on a vu, on a bien compris que c'était assez difficile aussi pour des associations d'obtenir des subventions sans preuve de concept, ou que si on ne rentre pas dans la bonne case, ou que si on n'a pas le bon dispositif, et que les contrats impact sociaux pouvaient fonctionner comme une preuve de concept avec un financement pluriannuel, avec un horizon plus long.